Je voulais absolument qu'on fasse un point, puisque Donald Trump, je le disais, accueille Zelensky. C'est une rencontre à haut risque, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a quelques échanges qui transpirent et les choses ne sont pas simples entre les deux hommes. Non, pas du tout. C'est très inhabituel que lors du petit passage devant le foyer avec le petit feu derrière dans la maison ovale, que les deux hommes assis sur des fauteuils qui font quelques commentaires à la presse en arrivent à déflorer complètement leur désaccord avant même le déjeuner de travail et la conférence de presse planifiée. Donc, dans cette scène que vous voyez, ça a tourné au vinaigre en quelques instants. Donc, Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky qui n'avait pas les cartes en main pour être exigeant. Zelensky lui a dit qu'il ne négocierait pas avec le tueur Poutine. Trump a dit « je parle à Poutine souvent au téléphone ». Et le vice-président J.D. Vance, que vous voyez à droite avec sa barbe, a dit que Volodymyr Zelensky manquait de respect au peuple américain. Tout ça sur caméra. Alors ça a été différé pour diverses raisons, mais la teneur, elle est là. Et on voit difficilement comment ça peut bien se passer, au moins au début. Parce qu'on sait que les deux si hommes... sur ces bases-là, évidemment, on peut craindre d'issue. Oui, mais Donald Trump n'a pas peur de ce genre de choses et Zelensky non plus. Parce que Zelensky, s'il lâche trop, il est fini en Ukraine. Donc, ni l'un ni l'autre ne va céder. Donc, c'est peut-être des espèces de préliminaires qui donneront lieu à la paix des braves, si vous voulez. Vous êtes optimiste, Rodiman, ce soir. Ça, c'est la voie optimiste. Oui. Sinon, il partira en claquant la porte. Et puis, là, tout s'effondrera comme un château de cartes. Il va falloir tout reconstruire dans le dossier ukrainien. Mais il n'y aura ni accord pour les minerais rares de l'Ukraine pour les États-Unis, ni armement américain pour l'Ukraine. Patrick Martin-Jeunier, oui. Vous êtes spécialiste des questions internationales. C'est-à-dire que depuis le début, on savait que cette réunion se passerait mal parce que... On l'avait annoncé. On l'avait annoncé, même que le président ukrainien ne voulait pas se rendre à la Maison-Blanche. Aller là-bas pour dire quoi? Quand on sait que Donald Trump veut qu'une chose, c'est son accord international sur les minerais dans le Donbass, avec un retour dont on dit qu'il passerait par un fonds d'investissement entièrement maîtrisé par les Américains et que les Ukrainiens devraient doubler la mise. Et on sait très bien que Volodymyr Zelensky avait dit qu'il ne voulait pas vendre son pays aux États-Unis, ou en tout cas qu'il était prêt à signer cet accord en contrepartie de garanties de sécurité. Or, le président américain a clairement dit qu'il n'y avait pas particulièrement de garantie de sécurité à la suite de cet accord financier et commercial. Donc on voit bien que d'emblée c'est un accord extrêmement déséquilibré et que Volodymyr Zelensky, encore une fois, ne veut pas être accusé de vendre son pays. Il pourrait avoir des difficultés politiques à ce niveau-là. Il exigeait des garanties de sécurité. Or, avant même cette négociation, Donald Trump a assuré Vladimir Poutine qu'il ne voulait pas de l'Ukraine dans l'OTAN, qu'il n'y aurait pas de garantie de sécurité et que, par conséquent, c'était à prendre ou à laisser. Et donc, naturellement, qu'il y avait un conflit qui n'est pas encore résolu. Est-ce qu'il y aura une paix des braves? Je n'en suis pas persuadé, parce que Volodymyr Zelensky joue son avenir en Ukraine également sur ce point. Et c'est surtout l'avenir du peuple ukrainien et des futures générations. C'est important ce qui se passe Voilà, en ce moment même à la Maison-Blanche. En ce moment, on se parle. Noémie Alioua. Sachant que l'Union européenne est complètement mise de côté, elle n'est pas concertée, elle n'est pas associée. Donc c'est vraiment un deal qui veut être conclu. Deux mots, Noémie, rapidement, puisque la petite musique se fait entendre. Zelensky n'est pas aujourd'hui envie de capituler, qu'il n'a pas envie de baisser les armes, parce que c'est pas simplement son honneur à lui, c'est aussi l'intégrité de son pays qui est en jeu, et donc il ne va pas se laisser faire si rapidement, même si on sait que c'est Donald Trump qui tient la bourse. Mais enfin, Donald Trump, souvenez-vous, avant même qu'il soit élu, il avait dit qu'il allait mettre terme à cette guerre en 24 heures, c'est-à-dire qu'on savait qu'il allait demander à l'Ukraine un certain nombre de concessions, mais jusqu'où vont ces concessions? Manifestement, ça va beaucoup trop loin. Il reprend les éléments de langage et les argumentations de Vladimir Poutine ces dernières semaines. Souvenez-vous, il a donné une interview Donald Trump et il a expliqué que c'était l'Ukraine qui avait agressé
la Russie. Donc il a repris complètement le narratif de Vladimir Poutine et bien sûr que Zelensky va faire de la résistance. Il faut s'y attendre et c'est tout à fait normal de sa part. Et dernière information, je suis désolé de vous interrompre, Donald Trump dit soit on conclut un accord, soit on vous laisse tomber très clairement à Volodymyr Zelensky. Donc vous voyez un peu la teneur des échanges. C'est tendu entre les deux hommes, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on marque une pause et on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. Toujours à mes côtés, Véronique Jacquier, Pierre-Henri Bovis, Noémie Olioua, Patrick Martin-Genier et Harold Iman. On va prendre la direction du bureau ovale aux États-Unis puisque Donald Trump accueille Zelensky et les échanges sont pour le moins tendus entre les deux hommes avec Jill Evans au milieu. Et de respect à un gouvernement qui essaie d'aider votre pays. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a eu des problèmes. Et vous allez sentir les effets, même si vous ne les sentez pas maintenant. Ne nous dites pas ce qu'on va vivre. On essaie de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment on va se sentir. Vous n'êtes pas en position de pouvoir dire quoi que ce soit sur le sujet. Vous n'êtes pas en position de pouvoir nous dire ce que nous ressentirons à ce moment-là. Nous, on va aller bien, on va se sentir très fort. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous êtes laissé aller à une mauvaise position. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous aurez les cartes en main. Vous mettez en jeu la vie de millions de personnes. Vous pariez sur une troisième guerre mondiale. Ce que vous faites ici est irrespectueux envers ce pays qui vous soutient, qui vous a soutenu beaucoup plus que d'autres. Avez-vous dit merci? Avez-vous dit merci pendant cette réunion? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition en octobre. Et vous avez eu de bons mots pour les États-Unis. Mais là, aujourd'hui, en avez-vous pour ce président qui essaye de sauver votre pays? Si vous parlez très fort, il ne parle pas très fort, il ne crie pas. Non, vous avez assez parlé. Votre pays est dans une situation très difficile. Vous ne gagnez pas. Vous pouvez vous en sortir correctement. Nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous nous battons. Et nous sommes reconnaissants. J'ai dit merci ici. J'ai dit merci. On a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements militaires. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. J'ai tout entendu. J'ai entendu la même chose de M. Poutine. Ça va être très compliqué de conclure un accord comme cela. Si vous avez dit merci, reconnaissez qu'il y a des désaccords, résolvons ces désaccords plutôt que d'essayer de se battre devant les médias américains quand vous avez tort. Mais je crois que c'est intéressant et c'est important pour le peuple américain de voir ce qu'il se passe. C'est pour ça que je veux qu'on continue cette conversation. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes en main. La population meurt, vous n'avez plus assez de soldats. Vous n'avez plus de soldats. Et ensuite, vous nous dites, je ne veux pas un cessez-le-feu, je ne veux pas un cessez-le-feu, je veux ci, je veux ça. Écoutez, si vous pouviez avoir un cessez-le-feu maintenant, vous le prendriez. Comme ça, il n'y aurait plus de balles qui volent. Bien sûr, nous voulons mettre fin à la guerre. Si vous acceptez un cessez-le-feu, vous aurez un accord plus vite. Ce que vous avez fait avant, c'était avec le président Biden qui n'est pas intelligent. C'était avec le président Obama.
Je vous ai donné l'équipement nécessaire pour vous battre. Le président Obama n'a rien donné. Moi, je vous ai donné beaucoup. Il faut que vous soyez reconnaissants parce que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, dans votre équipe, vous avez les cartes en main, mais sans nous, vous n'avez rien. Il faut vraiment qu'on change les attitudes ici. Elle demande qu'est-ce qui se passe si la Russie viole le cessez-le-feu. Eh bien, si une bombe vous tombe dessus maintenant, qu'est-ce qu'ils ont violé, les Russes, pour l'instant? Ils n'ont pas respecté Biden, ils n'ont pas respecté Obama. Mais moi, ils me respectent. Laissez-moi vous le dire. Poutine, il a dû faire face à beaucoup de choses. Il y a eu une chasse aux sorcières ici. Vous avez déjà entendu tout ce qui s'est passé? La chasse aux sorcières, la Russie, la Russie, la Russie. Tout ça, c'était des racontards de Joe Biden et d'Hillary Clinton. C'était vraiment une fraude démocratique. Et voilà ce qui en est arrivé. Maintenant, on a une guerre sur nos mains. Il a été accusé de plein de choses. Et en fait, maintenant, on a une guerre. On en a même parlé jusque dans la chambre de Hunter Biden. C'est vraiment dégoûtant ce qui s'est passé. Donc voilà, on n'a pas arrêté de dire que la Russie avait créé un enfer sur Terre. Mais ce n'était rien de plus qu'une fraude, qu'une désinformation massive. Alors peut-être que Poutine n'a pas respecté les accords conclus avec Obama, avec Biden, avec Bush, j'en sais rien en fait. Mais il n'a jamais rien violé à mon égard. Moi, je sais conclure des accords. Le problème, c'est que je vous ai donné les moyens d'être un homme fort. Et vous ne seriez pas un homme fort sans les États-Unis. Donc, si vous voulez, on conclut un accord, mais si vous ne voulez pas conclure d'accord, eh ben nous, on se retire et je pense que ce sera très moche pour vous. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Une fois que l'accord est signé, vous serez en position beaucoup plus confortable. Mais je trouve que vous manquez de reconnaissance et je trouve ça assez désagréable, je vais vous le dire clairement. Alors je pense qu'on en a vu assez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va être super hein, pour les antennes de télé, ça je le sais déjà. On va voir ce qu'on arrive à tirer de tout ça. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Wait. Hey, come on. Guys, come on. Let's move, please. Thank you. Voilà, c'était les échanges entre Zelensky, Trump et Jill Evans. Sincèrement, je suis journaliste depuis un grand nombre d'années. J'ai rarement assisté à une scène pareille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et les uns et les autres, mais on a vu un Donald Trump faire la leçon, mais vraiment la leçon à Volodymyr Zelensky de manière incroyable. Moi, je sais conclure les accords, dit Donald Trump. Vous n'avez pas les cartes en main, vous n'êtes pas reconnaissant. Enfin, la scène est totalement, mais totalement surréaliste. On fait un tour de table, Noémie Aliwa. Moi, j'ai jamais vécu une scène pareille. J'ai jamais vu ça non plus. Il y a le fond et la forme, mais c'était la forme, si vous voulez, qui était vraiment surprenante. Et on parle souvent de brutalisation quand on parle de la façon dont Donald Trump fait de la diplomatie. Et là, on était dans une scène d'une brutalité inouïe. C'est-à-dire que on s'est demandé à un moment donné s'ils n'allaient pas en arriver aux mains. Il y avait une violence dans le regard, dans la façon dont ils se parlaient, ou en tout cas dans la façon dont Donald Trump a parlé à Zelensky. Il y a une véritable volonté de l'humilier. C'était une façon de lui dire, vous dépendez de nous, nous sommes plus forts que vous, vous dépendez de nous pour pouvoir continuer cette guerre, et donc vous allez devoir accepter nos termes de l'accord, en l'occurrence, ce qui signifie une forme de capitulation. Et vous aviez à côté Zelensky qui essayait d'argumenter, mais qui n'avait pas du tout son mot à dire dans l'affaire, et je pense que ça amorce quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner, et d'ailleurs, vous avez vu la conclusion
évidemment, de Donald Trump. Hein. C'est très bien pour les télévisions, etc. Et je ne sais pas ce que ça va donner la suite. Hein. Oui. Je termine le tour de table, évidemment. Patrick Martin-Genier, en tant que spécialiste des questions internationales, ça vous a interpellé? Bien sûr, je crois qu'on c'est incroyable ce qu'on a vécu là. L'aspect médiatique, quand on communique, on n'a jamais vu un tel jamais vu ça. Un tribunal médiatique. Il parle aux médias, il parle au peuple américain, Donald Trump, et il est sur le banc des accusés, Zelensky. C'est une humiliation de Zelensky. Et c'est une véritable humiliation. Il a beaucoup de courage. Si j'avais été à sa place, peut-être que je serais me levé du ciel. Je me demandais à quel moment Volodymyr Zelensky parce quitté. que effectivement, il est sur un véritable médiatique. C'est un procès qui lui est fait. Et en d'autres termes, vous signez ce contrat ou on vous laisse tomber. C'est extrêmement grave qu'il y ait entre le président des États-Unis face à un pays qui est en guerre, de lui dire cessez immédiatement ou on ne va pas vous soutenir. Donc c'est très grave, il va revenir en grande position de faiblesse et je pense qu'à l'issue de cette réunion, il n'y aura pas, ou alors il va céder, ce sera une capitulation, il va signer cet accord, ou alors effectivement ils vont se séparer sur un différend et ce sera très grave. Ça donnera toutes les cartes à Vladimir Poutine pour continuer son agression en Ukraine. Allez, je termine mon tour de table avec vous, Véronique Jacquier. Non mais je crois qu'il faut qu'on arrête de faire mine de s'étonner parce que ces négociations sur le signe d'une violence inouïe, c'est la marque de fabrique de Donald Trump. Moi, j'ai jamais vu ce genre de choses. Hein. C'est pas la première fois qu'il maltraite Zelensky. Il lui a quand même dit que c'était un dictateur, qu'il n'était pas élu, qu'il allait couper. Non, mais qu'il dans le même temps, quand même, qu'il allait lui couper l'aide américaine, qu'il allait couper à l'Ukraine l'aide américaine, qu'il refusait de condamner l'agression russe à l'ONU. C'était déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer que ça se passe sans un rapport de force extrêmement violent. Quel rapport ? Non mais oui, la violence est inouïe. Je pense que ce qu'il y a de nouveau, c'est de médiatiser cette violence. C'est ça qui est nouveau. Et surtout, de médiatiser la violence dans des négociations. Mais Donald Trump agit finalement comme un suzerain féodal qui est déjà sur ses terres en Ukraine et qui demande à Zelensky de s'agenouiller et de lui apporter sur un plateau d'argent ces minerais. Et avec le vice-président qui est à côté, qui dit vous manquez de respect aux États-Unis. Non, mais Zelensky a quand même du courage parce qu'il dit moi je ne lâche pas l'affaire parce que j'aimerais que vous m'assuriez une protection une fois que la guerre est finie avec les Russes. Et les Américains disaient nous on veut l'accord mais on ne veut pas s'engager dans une forme de protection. C'est là-dessus qu'en fait que le bas blesse et Donald Trump lui fait comprendre que tu as intérêt à signer l'accord. Et ensuite, on te dira si on te protège ou pas. Alors, c'est sûr que ça nous choque, parce qu'il y a un rapport quand même de vassalité qui est hallucinant. Mais malheureusement, c'est la marque de fabrique Trump, et il faudrait toujours l'avoir en tête pour appréhender cette façon de faire, et du coup, arriver à la juguler, à la décoder. Et Donald Trump en a profité pour égratigner aussi ses prédécesseurs. Il a évoqué Joe Biden, il a évoqué Kamala Harris, et il a même évoqué Obama. Oui, tiens, mais il a fait un petit paquet cadeau là. Non, mais on parle de rapport de vassalité, mais en quoi sur le fond Donald Trump a tort sur le fond en quoi les États-Unis sont dépendants de l'Ukraine? En quoi les États-Unis attendent de l'Ukraine, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan international, diplomatique? Rien. En revanche, inversement, oui. L'Ukraine dépend, en tout cas en partie, des États-Unis d'un point de vue économique, d'un point de vue international, d'un point de vue dans les négociations, dans les discussions. Donc évidemment que le rapport de force est totalement déséquilibré. Et vous voyez, quand on parle justement de rapport de force, vous voyez, quand on parle de la France avec l'Algérie, quand on parle d'autres sujets diplomatiques. Vous imaginez une histoire avec l'Algérie et la France? Oui, mais on regarde toujours justement quelles armes a mon adversaire et quelles armes j'ai, moi, pour discuter. Si vous avez exactement les mêmes armes que votre adversaire, vous n'allez pas aller bien loin. Si vous n'avez pas d'armes et que vous voulez en plus imposer un rapport de force, vous irez encore moins loin. Là, en l'occurrence, effectivement, on peut regretter la brutalité de Donald Trump, évidemment, sur la forme, mais sur le fond, qui peut lui donner tort ? Qui peut dire aujourd'hui que l'Ukraine, qui peut dire aujourd'hui que les États-Unis dépendent de l'Ukraine? Qu'est-ce que non mais ça c'est sûr. Qu'est-ce que les États-Unis Trump attend de Poutine? Les États-Unis, c'était. Mais là, moi, j'ai jamais vu un échange d'une violence. Par la Russie, exactement. C'est un pays qui a été soutenu, mais parce que c'est un pays qu'il fallait soutenir au moment où il a été agressé par la Russie de Poutine. C'est un pays qui a été soutenu notamment par l'Europe et par les États-Unis, et c'est dans cette mesure-là que tout a été fait. Mais bien sûr, mais c'est parce que justement les États-Unis sont les gendarmes du monde et aujourd'hui régulent les affaires du monde que Trump, avec son tempérament, est en mesure de vouloir imposer
sa ligne et de vouloir imposer son accord. Vous ne voulez pas de mon accord? Débrouillez-vous. Mais effectivement, c'est une grande brutalité. Patrick Martin-Genier. Quand vous dites qu'ils ne sont pas dépendants, si, ils ont un besoin très très important des minerais de l'Ukraine pour faire fonctionner leur batterie, leur industrie automobile. Ils en ont besoin. Pourquoi? Parce que les États-Unis veulent être moins dépendants de la Chine ou d'autres pays pour l'alimentation en minerais. Donc ils ont quand même un intérêt majeur à cet accord. Et donc il y a quand même une interdépendance économique internationale qui fait que l'Ukraine est quand même important pour les États-Unis. C'est pour ça que je pense que cet accord finira par être signé. Harold Iman, le mot de la fin, sincèrement, vous connaissez parfaitement les États-Unis, vous connaissez parfaitement les relations internationales. Ce qu'on a vécu là en direct sur l'antenne de CNews, c'est totalement surréaliste et totalement lunaire. Il y a la conjonction de deux choses. Il y a l'interne et l'externe. Sur le plan interne, Zelensky avait rencontré des sénateurs juste avant. Et ils ont dû l'encenser pas mal, ce qui a irrité sûrement Donald Trump. Ensuite, Zelensky a dû répondre à un mot qui le coinçait en disant non, il me faut des garanties, je ne signe pas n'importe quoi. Ça a fâché et ils sont partis là-dessus. Et là, le président Trump a vidé un peu son contentieux avec Joe Biden et Barack